Bonjour, je suis le docteur Manuel Sanchez, je suis gériatre à l'hôpital Bichat à Paris et également nutritionniste. Et dans cette présentation, je vais vous présenter les principaux éléments de la démarche diagnostique dans le cadre de la dénutrition du sujet âgé. Les éléments de prise en charge seront eux abordés en présentiel. Alors je vous propose de réfléchir à partir de situations cliniques et par exemple de cette patiente de 83 ans qui consulte pour une asthénie. Vous notez qu'elle a perdu 5 kg sur les 6 derniers mois. Elle est également 10 kg en dessous de son poids maximum qu'elle avait atteint à l'âge de 70 ans. Elle pesait alors 75 kg pour un IMC donc maximum à 31,5. Actuellement elle pèse 65 kg pour 1m55, ce qui lui fait un IMC à 27 et donc son poids il y a 6 mois était de 70 kg. La perte de poids, si vous voulez en pourcentage, était de 7,1%. Vous notez quelques éléments de son histoire médicale. Elle a des troubles cognitifs au stade modéré, un diabète de type 2, elle est autonome pour la marche, son épouse s'occupe d'elle et son aidant principal pour certaines tâches complexes de la vie quotidienne, elle a une aide ménagère et elle n'a pas eu d'événement médical récent. Et donc la question que l'on va se poser tout au long de cette démarche diagnostique, c'est d'une part quel est le diagnostic nutritionnel au moment où on voit la patiente, mais aussi pourquoi perd-elle du poids. Alors tout d'abord, vous avez noté que cette patiente avait un IMC à 27, donc dans la classe plutôt surpoids, qu'elle a été à l'âge de 70 ans dans la classe obésité grade 1, et donc c'est tout à fait commun finalement qu'avec l'augmentation de l'âge, avec l'avancée en âge, que l'on ait tendance à prendre du poids. Ici vous avez l'étude OBEPI en population française où on voit que l'IMC moyen passe de 22,4 pour les jeunes adultes de 18 à 24 ans à 26,5 pour les 65 ans et plus. Dans cette étude OBEPI, il y avait également la prévalence de l'obésité définie par l'IMC supérieur à 30. Et vous voyez que cette prévalence de l'obésité en France, elle augmente tout au long de la vie adulte pour atteindre une prévalence maximum de 17 à 20% selon les sexes, autour de 65-70 ans. Après, on voit un déclin de cette prévalence, principalement lié au fait qu'il y a une perte de poids dans cette population d'obésité très modérée, donc qui repasse en dessous du seuil inférieur à 30. Et évidemment, il y a aussi une baisse de la prévalence liée à la mortalité. Alors, on peut se poser la question de la conséquence, des conséquences de cette obésité. Donc, classiquement, on sait que les IMC élevés sont associés à une morbimortalité plus importante. Pour autant, un nombre important d'études épidémiologiques montrent que cette association avec la morbimortalité varie en fonction de l'âge. Ici, vous avez une méta-analyse de 19 études prospectives qui s'intéressent à la mortalité en population générale de tout âge, de 19 à 84 ans. Vous voyez que c'est presque 1,5 million de personnes avec un suivi médian de 10 ans, donc des études qui allaient même jusqu'à 28 ans de suivi. Et ici, vous avez sous forme de courbe les hazard ratios, c'est-à-dire le risque finalement de mortalité au cours du suivi en fonction des catégories d'IMC qui sont présentées en dessous. Et donc vous voyez que la courbe bleue correspondant à la tranche d'âge 20 à 50 ans et la courbe jaune correspondant aux personnes de 70 à 84 ans et n'est pas du tout la même, puisque si chez les adultes plus jeunes on note bien une augmentation de la mortalité dès les IMC supérieurs à 25 mais surtout supérieurs à 30, donc surpoids et obésité même modérée. Ce n'est pas le cas chez la population plus âgée où la courbe est beaucoup plus plate et finalement il faut atteindre des IMC supérieurs à 35 et 40 pour avoir une mortalité significativement augmentée, et même là cette mortalité qu'on observe est
plus faible. À l'inverse, de l'autre côté de la courbe, vous voyez que chez le sujet plus jeune, il faut atteindre des IMC très bas pour commencer à avoir une surmortalité, alors que dès des IMC en dessous de 20, par exemple, on va pouvoir commencer à avoir une élévation de la mortalité chez les personnes âgées. Donc globalement, on voit globalement que on passe d'une courbe en J chez la population générale jeune à une courbe plus plate, plus en U, chez la personne âgée. Alors ça, ce sont des données, ce que je vous ai présenté avant, des données transversales. On garde un IMC à un instant T et on voit l'association avec la mortalité pendant le suivi. Pour autant, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de l'IMC tout au long d'une vie, et donc de voir l'évolution de la corpulence et quel impact ça peut avoir sur la morbimortalité. Il y a moins d'études sur le sujet, mais je vous en présente deux. La première qui incluait à peu près 5000 hommes de 68-77 ans à l'inclusion. Et puis les auteurs se sont intéressés à la variation du poids dans les 20 à 30 ans précédant l'inclusion, donc entre l'âge de 40-50 ans et 68-77 ans, puis de manière prospective ont suivi la mortalité pendant 11 ans. Ils ont considéré comme référence le fait d'avoir finalement un IMC inférieur à 25 à 40 ans et de garder un IMC inférieur à 25 à 68-77 ans, c'est-à-dire des personnes qui seraient restées minces tout au long de leur vieillissement. Et donc ils ont ensuite observé trois autres catégories de personnes. Les personnes qui étaient minces, IMC inférieur à 25 et qui ont pris légèrement du poids, ils sont passés dans la case surpoids. Des personnes qui étaient en surpoids et qui ont perdu du poids et qui sont donc passées dans la catégorie IMC inférieure à 25. Et enfin des personnes en situation d'obésité qui ont maigri, mais simplement pour aller dans la case surpoids 25 à 30. Et on voit ici, pareil, les hazard ratios qui vous indiquent le risque de mortalité, que finalement la mortalité est augmentée uniquement chez les personnes qui ont perdu du poids par rapport à ceux qui avaient un poids stable, c'est-à-dire les personnes en surpoids qui ont rejoint le poids normal ou les personnes en obésité modérée qui ont perdu du poids pour aller dans la catégorie surpoids, et donc ce risque il est augmenté de 43% ou 79%. A l'inverse, ici en vert, les personnes qui ont pris modérément du poids au cours de leur âge adulte semblent être protégées avec un hazard ratio inférieur à 1. Donc ils ont 16% de diminution de la mortalité par la suite dans cette étude. Une étude à peu près similaire dans le design, où là aussi des hommes ont été inclus dans les années 2000. La trajectoire pondérale a été bien établie finalement de manière précise pour ces personnes entre 1974 et 2000. Et puis après, on s'est intéressé à la fragilité, à la mortalité pendant le suivi. Là aussi, les mêmes catégories de personnes, finalement, des personnes minces qui sont restées minces pendant tout leur âge adulte, des personnes ici en jaune qui ont pris modérément du poids tout au long de leur avancée en âge. Les personnes ici en vert sont des personnes qui ont été en surpoids et qui ont fini par perdre du poids. Et enfin, les personnes en rouge sont des personnes qui étaient en surpoids à l'âge de 40 ans et qui sont restées en surpoids jusqu'à l'âge de 70 ans. Là aussi, on voit que l'association avec la mortalité est très différente. Ici, vous voyez des courbes de survie, donc, où l'on voit que la mortalité est la plus forte finalement pour la courbe verte et la courbe rouge, c'est-à-dire des personnes qui étaient en surpoids et qui ont perdu du poids. Et on voit que là, il y a plus 80% de mortalité. Et on voit aussi l'impact du surpoids prolongé, puisque finalement les personnes en rouge sont des personnes qui ont un surpoids très ancien, et là aussi on voit qu'il y a comme une mortalité augmentée par rapport à la référence qui était toujours des personnes qui sont restées minces. Là encore, le fait d'avoir pris modérément du poids au long de sa vie
donc des personnes minces qui sont devenues en léger surpoids, on voit que la mortalité est moins importante. Pour autant, on voit qu'il y a aussi, pas que la mortalité, il y a aussi un impact négatif sur la fragilité. Le fait d'être en surpoids prolongé tout au long de sa vie augmente le risque de troubles de la marche, par exemple, dans cette étude. Mais le fait de perdre du poids chez ces personnes en surpoids est également associé à un risque accru de fragilité. Et donc ça rejoint un nombre très important d'observations qui sont faites dans la population âgée et qui sont réunies un peu sous le nom de obesity paradox ou paradoxe de l'obésité, qui réunit l'ensemble des observations qui montrent qu'en population âgée ou vieillissante, l'association de l'obésité avec un moins bon pronostic n'est plus observée, et voire dans certaines pathologies, on note un pronostic amélioré chez les personnes en situation d'obésité comparativement aux personnes plus minces. Exemple ici dans le diabète de type 2, vous voyez là aussi des courbes de survie chez des personnes de 70 ans en moyenne, suivies pendant 5 ans, et vous voyez que la mortalité est beaucoup plus importante chez les personnes qui ont un IMC inférieur à 25, alors qu'elle est meilleure chez les personnes qui ont un IMC supérieur à 30. Et donc, probablement que la perte de poids explique en partie ce paradoxe de l'obésité, c'est-à-dire que des personnes qui sont plus minces sont potentiellement des personnes qui ont perdu du poids. Et donc, l'impact de la perte de poids dans la population âgée a été maintenant assez bien étudié. Ici, par exemple, dans une étude européenne, 19 villes dans 12 pays d'Europe, des sujets âgés en ville, qui sont suivis pendant 5 ans. Et vous voyez que dans cette population, si on regarde juste la perte de poids, elle est assez fréquente, puisque presque la moitié des sujets ont perdu au moins 3 kilos, et 16% de la population perd plus de 5 kilos pendant le suivi. Et lorsqu'ils perdent du poids, on voit qu'il y a une association là aussi avec un risque de décès multiplié par 2. Donc la perte de poids est vraiment un signe d'alerte qui est associé à la mortalité. Alors la population âgée est très hétérogène. Ici vous avez une autre étude qui va s'intéresser à une petite partie de la population âgée en ville, qui sont des personnes vivant à domicile avec des aides professionnelles, donc des sujets âgés qui sont partiellement dépendants, mais qui ne sont pas en EHPAD, qui vivent à domicile. Là aussi, les auteurs s'intéressent à l'impact de la perte de poids, en tout cas l'association entre une perte de poids et la morbimortalité. Et vous voyez que là aussi, dans cette population, c'est très fréquent, puisque si on s'intéresse à une perte de poids de 1 kg ou plus, on voit que un peu plus d'un tiers de la population est concernée par cette perte de poids dans l'année précédente, qu'en moyenne ils ne perdent pas juste 1 kg, ils en perdent plutôt 6 à 7 kg, donc c'est une perte de poids vraiment significative, de manière assez évidente. Cette perte de poids est plutôt involontaire. Et ici, à nouveau, vous avez les courbes de survie ensuite pendant un suivi de 3 à 5 ans. Et on voit que ces personnes âgées qui ont perdu du poids l'année précédant l'étude ont une mortalité plus importante. Donc c'est bien un signe d'alerte, et ce risque de décès était resté associé après ajustement multivarié sur un certain nombre de comorbidités. Là encore, et déjà dans cette étude en 1999, on pouvait voir un paradoxe de l'obésité, puisque ce risque de décès était diminué pour les IMC les plus élevés. Et donc ça, c'est un message vraiment important qu'il faut avoir en tête dans la démarche diagnostique, le suivi des personnes âgées en général, mais lorsqu'on va s'intéresser à leur état nutritionnel, il n'est pas normal de maigrir lorsque l'on est âgé, et toute perte de poids est un signe d'alerte associé à une diminution du pronostic vital, du pronostic fonctionnel et donc de la qualité de vie.
Et donc c'est important, nous, de l'avoir en tête en tant que professionnels de santé, mais aussi de pouvoir sensibiliser le public et la population âgée en particulier sur cette perte de poids qui est souvent banalisée et qui ne conduit pas ces personnes à consulter. Alors, ça me permet d'aborder un des éléments de la démarche diagnostique qui est le dépistage du risque nutritionnel, c'est-à-dire ce qu'en anglais on appelle le screening. C'est comment dans une large population âgée, qui va être de plus en plus importante, qui est très hétérogène, on va repérer les personnes les plus à risque d'être dénutries. Et donc là, il y a certains outils qui existent. L'outil le plus validé en population âgée est le Mini Nutritional Assessment, qui existe dans une forme raccourcie avec les 6 premières questions qui sont très adaptées en fait à cette phase de screening, c'est-à-dire de repérer vraiment les personnes à risque. Pourquoi cet outil est très performant? Parce qu'il associe à la fois des critères qu'on va voir dits phénotypiques, c'est-à-dire identifier une perte de poids, avoir une idée de la corpulence du patient avec le calcul de l'IMC, mais aussi des critères étiologiques, comme avoir des difficultés à manger, une perte d'appétit, avoir eu un épisode médical récent, et avoir par exemple des troubles neurocognitifs majeurs ou une perte d'autonomie. Et on sait que la perte d'autonomie et la dépendance sont 2 situations extrêmement à risque de... donc la perte d'autonomie et les troubles neurocognitifs sont 2 situations très à risque de dénutrition. Et donc c'est pour ça que dans ce score, on va les intégrer. Et donc vous voyez que si on a un MNA short form entre 12 et 14, on est plutôt à faible risque ou pas de risque de dénutrition. De 8 à 11, on peut considérer qu'on est à risque de dénutrition. De 0 à 7, ce risque est très important et même en faveur d'une dénutrition probable, même s'il faut pousser plus loin le diagnostic. Par exemple, notre patiente que nous avions vue pour fatigue, pour une perte de poids, on avait donc cette perte de poids. Si on l'interroge, elle a un appétit qui est un petit peu diminué, elle n'a pas eu d'événements intercurrents, mais elle a des troubles neurocognitifs modérés, et même si elle est en surpoids, vous voyez que son MNA short form est à 9, et donc elle est à risque de dénutrition. Alors c'est important de ne pas s'arrêter uniquement au MNA short form, mais aussi d'avoir bien conscience que les facteurs étiologiques ou les facteurs de risque de dénutrition dans cette population âgée sont particulièrement multiples. Et donc chez un même individu, on va pouvoir avoir beaucoup de facteurs étiologiques ou facteurs de risque de dénutrition en même temps. Ici, on en a identifié au moins 2, une maladie d'Alzheimer et une dépendance partielle pour la mobilité. Mais l'interrogatoire va viser à rechercher d'autres facteurs, donc les événements intercurrents, l'analyse vraiment de l'ordonnance du patient et rechercher une polymédication qui est associée à un risque de dénutrition plus important, ou des médicaments qui, par leurs effets secondaires, comme les antalgiques, peuvent entraîner des troubles digestifs qui vont gêner les prises alimentaires. On va évidemment rechercher aussi tout ce qui va concerner des pathologies ORL et bucco-dentaires. Les candidoses sont très fréquentes, les troubles de la déglutition. Et puis, ce qui est très important, ce qui est au centre de la diapositive, là, ce sont les régimes restrictifs, c'est-à-dire rechercher une restriction alimentaire. Parfois, le patient ne se rend même pas compte qu'il est en restriction, mais très souvent, il pense bien faire, c'est-à-dire qu'il avait peut-être par le passé été amené à faire un régime contrôlé en sel, contrôlé en glucides, contrôlé en lipides, pour une hypertension par exemple, pour un risque cardiovasculaire, pour un diabète. Et il a gardé cette habitude et en fait finalement la balance bénéfice-risque de ces régimes restrictifs ou contrôlés n'est plus du tout la même en population âgée, et donc ils sont le plus souvent, quasi tout le temps, contre-indiqués, et en tout cas à essayer de faire comprendre aux patients qu'il faut les arrêter. Alors devant une perte de poids, évidemment, la poursuite d'un
régime contrôlé doit vraiment être remise en cause. Ce qu'il n'y a pas dans ce tableau, ce sont aussi évidemment les facteurs de risque ou étiologies de dénutrition qui sont communs à tout âge, comme le cancer, aussi les insuffisances d'organes qui s'accompagnent souvent d'une cachexie, donc l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire, rénale, hépatique, des insuffisances évidemment sévères, et toute pathologie inflammatoire chronique également. Alors, autre situation, vous voyez qu'on garde cette patiente de 83 ans, elle a perdu 5 kg sur les 6 derniers mois, mais là, c'est pas du tout la même chose, puisqu'on voit bien que sa corpulence n'est pas la même, elle pèse 45 kg, ce qui lui fait un IMC à 18,7. Elle avait déjà un IMC à 20,8, 50 kg avant sa perte de poids. Forcément, elle a moins de réserve, cette perte de poids de 5 kg, elle est plus importante en pourcentage, elle est de 10%. Elle a peu d'appétit. Une albuminémie qui est normale, modérément abaissée on va dire, et vous notez donc cette fois-ci un isolement social, elle vit seule à domicile, et puis des troubles de la marche, un événement intercurrent récent, une fracture du col fémoral il y a 6 mois, et puis à la lecture du compte-rendu, vous voyez que finalement ça s'est pas si bien passé, elle a eu une confusion post-opératoire, qui a conduit à des chutes, une fracture vertébrale, hyperalgique, une infection urinaire. Donc là, d'un seul coup, on voit bien que ce n'est pas la même situation. D'une part, on ne part pas de la même corpulence, l'IMC de départ est déjà bas, il y a moins de réserves nutritionnelles. D'autre part, on voit que les facteurs étiologiques sont beaucoup plus multiples chez cette personne qui a un isolement social, qui a eu des douleurs, une fracture avec une impotence fonctionnelle, des médicaments au moment de la chirurgie, qui a fait une confusion, qui a perdu en autonomie pour se déplacer, etc. Et donc, on voit que dès ce stade-là, on peut porter un diagnostic de dénutrition chez cette patiente. Alors, le diagnostic de la dénutrition, il repose sur des critères qui, jusqu'à très récemment, étaient ceux de la HAS de 2007, donc ils étaient assez anciens. La HAS en 2007 proposait d'utiliser un critère parmi 4, un seul suffisait, donc soit une perte de poids de 5% en un mois ou 10% en 6 mois, soit un IMC inférieur à 21, soit une hypoalbuminémie, soit un MNAT global inférieur à 17. Et la sévérité était la présence d'au moins un critère de sévérité qui était une perte de poids plus importante, un IMC plus bas ou une hypoalbuminémie profonde. Donc cette dame était dénutrie selon la HAS en 2007. La HAS a également maintenant révisé ses critères diagnostiques en novembre 2021, donc très récemment. Et donc je vous présente ces nouveaux critères si vous n'avez pas encore eu le temps de les voir. Comme pour l'adulte plus jeune qui avait eu une révision des critères en 2019, et également en harmonie avec les critères européens, il a été décidé de diagnostiquer la dénutrition sur la présence d'un critère phénotypique et d'un critère étiologique. Donc, il faut l'association des deux critères pour porter le diagnostic de dénutrition. Vous voyez que ces critères sont exclusivement cliniques, enfin non biologiques, il n'y a plus d'albuminémie pour faire le diagnostic. On garde la perte de poids, alors c'est identique à 2007, 5% en un mois, 10% en 6 mois. Ce qui a été rajouté, c'est cette notion de 10% par rapport au poids habituel avant la maladie, et c'est plutôt une facilité, on n'est plus limité par cette temporalité des 6 mois. Parfois c'est difficile d'avoir un poids à 6 mois. Si vous saviez que la patiente, son poids de forme était de X 1 an et demi avant qu'elle ait des soucis de santé, ça suffit à porter un diagnostic de dénutrition. L'IMC a été augmenté à 22, et donc ça c'est essentiellement basé sur ces études épidémiologiques en population âgée qui montrent que finalement l'IMC idéal il tend à se décaler vers des IMC un peu plus hauts, et a été rajouté un critère phénotypique musculaire
on reviendra dessus, qui est la sarcopénie confirmée. Et donc c'est important de se dire que ça ne suffit pas et qu'il faut aussi y rattacher un critère étiologique. Alors, c'est assez fréquent d'avoir un critère étiologique chez les populations âgées polypathologiques. Il suffit d'identifier une diminution des apports alimentaires. La malabsorption et la maldigestion, c'est un critère étiologique à tout âge, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins fréquent chez les personnes âgées. Et par contre, ce qui va être très fréquent, c'est toute pathologie aiguë ou chronique, ou notamment les cancers, toutes ces pathologies qui ont une inflammation aussi de bas grade. Et donc ça suffit pour faire un critère étiologique. Et donc voilà, je vous ai mis en rouge ce qui a un petit peu ce qui a aussi changé pour les critères de sévérité. Et vous voyez que la sévérité, elle est uniquement basée sur le critère phénotypique, hein, c'est-à-dire que c'est pas la sévérité de la maladie en soi, c'est de la maladie étiologique, c'est la sévérité du critère phénotypique, donc soit de la perte de poids, donc 10 ou 15%, un IMC plus bas, inférieur à 20, et donc là on a vraiment une augmentation assez importante de l'IMC. Avant c'était 18, maintenant c'est 20, donc finalement sur le seuil d'IMC on bascule plus vite dans la dénutrition sévère, et là apparaît, il a été choisi de maintenir l'albuminémie comme marqueur de sévérité, et donc une hypoalbuminémie inférieure à 30. Et donc ça je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Donc c'est important de comprendre c'est important d'associer vraiment ce critère étiologique, parce que ça permet vraiment de réfléchir au diagnostic, mais derrière également à la prise en charge. Et on voit que la dénutrition, elle a des formes vraiment multiples, parce qu'elle peut être liée à des situations où il n'y a pas de pathologie identifiée, comme la famine c'est assez rare en France, mais ça n'existe pas en France, mais des situations socio-économiques très défavorables, ça peut vraiment exister, c'est pas si rare que ça, et donc une carence d'apport pur peut être identifiée. Et puis il y a aussi toutes les causes qui sont liées à des pathologies, et là vous avez des pathologies qui sont sans inflammation, par exemple la dépression, par exemple la maladie de Parkinson qui est associée à un hypercatabolisme mais sans inflammation, mais aussi tout le contingent des pathologies associées à une inflammation, qu'elle soit une pathologie inflammatoire chronique, une maladie où il y a une inflammation de bas grade comme la BPCO, comme le cancer, et aussi toutes les pathologies aiguës, fractures, infections, chirurgie, tout cela va s'accompagner d'une inflammation importante, transitoire, et donc là on va être plutôt dans un hypercatabolisme. Évidemment, il est rare d'avoir un hypercatabolisme seul et une carence d'apport seul, donc on a souvent ces multifactoriels, on a et la carence d'apport et l'hypercatabolisme. Alors ça me permet de revenir sur cette patiente et de vous faire un petit focus sur la fracture de l'extrémité supérieure du fémur. Donc c'est une situation qui est très fréquente chez les personnes âgées et qui est très associée au risque nutritionnel. Tout d'abord, risque nutritionnel avant la fracture, puisque finalement on voit que la dénutrition est un facteur de risque de chute et de fracture. Donc les personnes âgées qui vont être opérées d'une fracture de l'extrémité supérieure du fémur sont plus fréquemment dénutries déjà lorsqu'elles arrivent à l'hôpital. Donc c'est 30 à 50% des personnes âgées au moment de la fracture. Et puis, si elles sont dénutries, elles ont un pronostic opératoire et au moment de l'hospitalisation qui est vraiment un risque même de mortalité plus important. Et donc c'est un facteur de risque de complications post-opératoires, durée de séjour plus longue, immobilisation et faible alimentation plus prolongée, et une récupération fonctionnelle derrière qui est moins importante. Donc finalement la dénutrition, c'est un facteur de risque avant et après la fracture de l'extrémité supérieure du fémur. Et à l'inverse, vous avez ici une méta-analyse avec un nombre important d'études qui vont montrer finalement que la prise en charge nutritionnelle au moment de la fracture, donc au moment de la chirurgie et dans l'hospitalisation, donc sur une période finalement assez courte, peut avoir un bénéfice. On voit que là il y a une réduction
de 29%, donc près de 30% du risque de complications post-opératoires dans cette revue Cochrane de 2016. Alors ça permet également d'aborder une notion qui est importante en gériatrie, qui est l'anorexie secondaire à un stress médical, chirurgical ou psychologique, et donc qui va entraîner une baisse des apports alimentaires plus prolongée. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on voit fréquemment chez les personnes âgées. Lorsqu'il leur arrive quelque chose, alors qu'elles sont hospitalisées, bon, au moment de la maladie, on voit qu'elles mangent moins, mais on observe ensuite que plusieurs jours ou semaines après, elles ne récupèrent pas forcément facilement leur appétit et leurs apports alimentaires. Alors ça a été étudié sous l'entité de dysrégulation de l'appétit. Vous savez que l'appétit est régulé au niveau hypothalamique, notamment de manière très précise, avec des contrôles hormonaux, circadiens, etc. Très complexes. Et donc ce qu'on observe, c'est que finalement, avec l'avancée en âge, ce contrôle n'est pas forcément aussi optimal que chez les personnes plus jeunes. Ici, vous avez des expériences dites de physiologie, où chez l'homme, on va prendre 10 hommes jeunes et 9 personnes plus âgées, de 70 ans en moyenne, qui sont en bonne santé, qui n'ont pas de pathologie, et on va s'intéresser à ce qu'elles mangent, donc on va les observer pendant 10 jours, avec un accès libre à l'alimentation, et on va calculer quels sont leurs apports caloriques habituels, etc. En phase 2, on va créer une sous-alimentation. Par rapport à ce qu'ils mangent habituellement, on retire 800 kilocalories. Donc on fait une diète assez importante. Et puis, en phase 3, à l'issue de ces 21 jours, on leur redonne à nouveau accès à une alimentation libre. Ils peuvent à nouveau remanger ce qu'ils veulent et on observe justement leurs apports alimentaires. Ici, dans la première partie, le premier diagramme, vous voyez qu'il s'intéresse à la modification du poids en phase 2 et 3. Vous voyez qu'en phase 2, donc de sous-alimentation, les personnes jeunes en vert et âgées en rouge perdent du poids jusqu'à presque 2 kg en moyenne, de manière, on va dire, identique. Hein. Donc c'est attendu, il y a une restriction calorique, il y a une perte de poids. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant la période des 46 jours derrière, finalement, on voit que les personnes jeunes en verte et les personnes âgées en rouge ne vont pas se comporter pareil, puisqu'on voit bien que les personnes jeunes vont à nouveau reprendre du poids derrière, alors que les personnes plus âgées vont garder un déficit pondéral pendant la phase 3. Et si on s'intéresse à leurs apports alimentaires ici sur une dizaine de jours pendant cette phase 3 d'observation, on voit que les personnes jeunes sont plutôt en suralimentation par rapport à le 100% correspondait à ce qu'ils mangeaient habituellement, alors que les personnes âgées restent en sous-alimentation. Donc comme si chez une personne jeune, finalement, après une restriction calorique, on a une adaptation avec une période de suralimentation, et c'est ce qu'on voit quand on fait parfois chez une personne jeune des régimes trop restrictifs et que derrière il y a un relâchement, il y a une suralimentation et il y a cet effet yo-yo sur le poids. Et bien chez une personne âgée, vous voyez que plusieurs jours après la restriction calorique, on n'arrive pas à récupérer une alimentation habituelle. Donc il y a bien une dysrégulation de l'appétit. Et cette anorexie secondaire a pu être observée là sur une même étude, mais avec une période d'observation beaucoup plus longue, pendant 6 mois, avec une période de sous-alimentation plus prolongée. Vous voyez que la perte de poids ici est plus importante chez les personnes âgées, mais surtout, 6 mois après l'arrêt de la restriction calorique, donc à nouveau, ils peuvent à nouveau manger ce qu'ils veulent. Ils gardent un déficit pondéral de 4 kg, alors que les personnes plus jeunes ont récupéré leur poids de forme. Et donc c'est typiquement ce que l'on voit, une baisse des apports, même sur une courte période, peut avoir un impact négatif plus prolongé chez les personnes âgées. Donc c'est ce qu'on va voir notamment en situation d'hospitalisation, c'est que même après la sortie de l'hôpital, ces personnes âgées vont avoir tendance à continuer à perdre du poids et vont dans tous les cas avoir du mal à récupérer leur poids de forme.
Et par exemple ici, cette étude de la ABC, Health ABC Cohort Study, donc qui s'intéresse à des personnes âgées de 70 à 80 ans suivies en ville, qui mesurait les paramètres nutritionnels, mais également musculaires. Là, ici, la masse musculaire et la force musculaire. Donc la masse par DEXA et la force musculaire, c'était la force du quadriceps. Et vous voyez, dans la population qui ont eu, parmi les participants qui ont été hospitalisés à un moment donné pendant le suivi, les auteurs se sont intéressés à ce qui se passait juste après l'hospitalisation. Et donc on voyait que des personnes hospitalisées, ils ont une perte de poids moyenne de 0,8 kg, avec une perte essentiellement musculaire, une perte de masse grasse, mais essentiellement de masse musculaire. Mais surtout ici, vous voyez la force musculaire un an après l'hospitalisation. Donc c'est-à-dire qu'on est bien à distance de l'hospitalisation, et vous pouvez voir que pour les courtes hospitalisations de 1-3 jours ou moins d'une semaine en tout cas, un an après, on n'est pas capable de différencier des personnes qui ont été hospitalisées des personnes qui n'ont pas été hospitalisées. Il n'y a pas de modification, en tout cas de leur force musculaire, alors que chez des personnes qui ont été hospitalisées plus d'une semaine, on arrive à mettre en évidence, un an après, une réduction significative de leur force musculaire. Voilà, par rapport à des personnes qui n'ont pas été hospitalisées. Donc, il y a un impact vraiment, même à long terme, de ces événements intercurrents. Troisième situation clinique, toujours 83 ans, perte de 5 kg, avec le poids à 45 kg. Donc une perte de 10% du poids en 6 mois. Mais cette fois-ci, vous voyez que le tableau clinique est beaucoup plus bruyant sur le plan étiologique, puisqu'on suspecte une récidive de cancer. C'est une personne qui avait un antécédent de cancer du côlon opéré, mais qui là présente un examen clinique avec un gros foie bosselé, de l'ascite, des œdèmes des membres inférieurs et des lombes. Donc probablement que sa perte de poids elle est minimisée là. Si vous faites un bilan biologique, vous notez que l'albumine est cette fois-ci fortement baissée avec un petit syndrome inflammatoire. Donc ça nous permet d'aborder aussi cette question de l'albumine. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que classiquement, on a décrit deux formes extrêmes de dénutrition. La forme dite marasmique, que vous pouvez voir ici représentée, ce serait cette personne âgée qui est très maigre. C'est une maigreur qui s'est installée progressivement en raison d'une carence protéino-énergétique prolongée, mais qui s'est fait de manière assez harmonieuse, c'est-à-dire qu'il y a une adaptation métabolique, on ne note pas d'œdème et on voit qu'elle peut fonctionner encore normalement sur le plan physique, elle tient debout, probablement qu'elle a un risque de chute, etc., mais généralement elle peut continuer à être autonome et avoir une vie normale. Et à l'opposé, vous avez la forme dite d'hypercatabolisme, ou kwashiorkor, qui est là aussi liée à une carence protéino-énergétique, mais également à une agression métabolique. Et on parle souvent de cachexie lorsqu'il y a une inflammation, une perte d'appétit. Vous voyez, cette patiente, elle n'a pas faim, elle a une perte d'appétit, on voit qu'elle est malade, elle ne tient plus debout. Et probablement que si on soulève le drap sur ses jambes, on pourra noter des œdèmes, par exemple aux chevilles. Et si on dose son albumine, il est probable que dans la forme marasmique, l'albuminémie soit normale, alors qu'elle sera diminuée chez cette patiente qui présente un hypercatabolisme. Et donc finalement, l'albumine, elle peut déjà nous informer sur cette agression métabolique, et c'est un peu comme un curseur qui va nous dire si on est plus vers une forme type marasmique ou plutôt une forme type hypercatabolisme kwashiorkor. Mais surtout, là où l'albumine est très puissante, c'est que c'est un marqueur de complications et de mortalité. C'est un très bon indicateur du risque et de la gravité finalement des pathologies. Et ça, on le sait depuis très longtemps. Vous voyez que dès 1955, l'hypoalbuminémie est identifiée comme un facteur associé à l'augmentation des complications après chirurgie. Et puis, ça a été confirmé en méta-analyse en 2019 au niveau de la chirurgie orthopédique de la fracture de l'extrémité supérieure du fémur. Dès une hypoalbuminémie inférieure à 35, il y a une augmentation des complications post-opératoires et de la mortalité hospitalière.
Ici, dans cette étude de 92, vous voyez que sur cette figure, vous pouvez voir d'un côté l'âge croissant des patients, de l'autre l'albuminémie ici qui baisse de 45 à moins de 30, et la hauteur des barres, des histogrammes, correspond à la mortalité intra-hospitalière. Et ce qu'on peut voir, c'est que plus la personne hospitalisée est âgée, sans grande surprise, plus son risque de mortalité pendant l'hospitalisation augmente. Plus l'albumine, elle, plasmatique, est basse, plus vous avez une hypoalbuminémie sévère et notamment inférieure à 30, et plus la mortalité dans toutes les tranches d'âge est augmentée. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, là ce que j'ai entouré en jaune, il y a une espèce de plateau qu'on observe pour les hypoalbuminémies inférieures à 30, où finalement, quel que soit l'âge, à partir de 50 ans et jusqu'à plus de 80 ans, on est autour de 20% de mortalité dans cette étude. Donc comme si l'hypoalbuminémie était plus forte pour prédire la mortalité que l'âge. Et donc c'est un marqueur comme ça puissant du risque de décès. Là aussi, il y a beaucoup d'études, mortalité de toute cause, chez des personnes hospitalisées. Et là, vous avez une méta-analyse en hospitalisation lorsqu'il y a une hypoalbuminémie, risque x2 de décès, en chirurgie cardiaque, en cardiologie, en maladie rénale. Et vous voyez qu'au total, ça faisait plus de 137% d'augmentation de mortalité en cas d'hypoalbuminémie. Alors, il y a une question qui est souvent posée, c'est oui, mais donc comme vous savez, l'hypoalbuminémie, elle reflète l'agression métabolique. Souvent, elle est très associée au marqueur de l'inflammation, négativement associée, c'est-à-dire quand la CRP monte, et ben, l'albumine a tendance à baisser. Et donc, faut-il prendre en compte la CRP? Si on considère que l'albumine n'est plus un critère de diagnostic, mais bien un critère de sévérité et un critère de pronostic, alors il est inutile de prendre en compte la CRP. Il ne faut pas ajuster l'albumine sur la CRP, il ne faut pas corriger l'albumine avec la CRP, puisque vous voyez que dans la plupart des études, ici 47 études de cette méta-analyse, la CRP n'était pas évaluée, et pour autant l'hypoalbuminémie était associée à une surmortalité. Et lorsque dans les 6 études où la CRP était prise en compte dans le modèle d'ajustement, eh bien, cela restait significatif, voire même avec une association plus forte. Et donc finalement, dans votre pratique clinique, vous voyez une hypoalbuminémie, avec ou sans syndrome inflammatoire, c'est associé à un moins bon pronostic. Et donc pour le diagnostic de dénutrition, en revanche, l'albumine n'est pas forcément le meilleur critère, et c'est pour cela qu'il est sorti des critères diagnostiques. Et ce qui reste la meilleure chose à faire, c'est de peser et mesurer les patients. Peser régulièrement les patients pour pouvoir avoir une cinétique de perte de poids, et donc ça veut dire à chaque consultation en ville, mais aussi éduquer les personnes âgées à se peser une fois par mois chez elles, et apporter comme ça des courbes pondérales à leur médecin. C'est à l'admission, puis une fois par semaine à l'hôpital, que l'on soit en maladie aiguë, mais aussi en SSR, en récupération, puisque après un événement aigu, quand on est en SSR, c'est là où il y a un enjeu nutritionnel important, donc il n'est pas légitime de ne plus surveiller le poids de manière aussi régulière. Et en EHPAD, c'est recommandé, comme c'est une population très à risque de perte de poids, de le faire à l'admission, puis tous les mois. Et évidemment, il faudra rapprocher les mesures en cas d'événements intercurrents. Donc par exemple en EHPAD, une personne qui va avoir la grippe, et on va se rapprocher la surveillance de poids une fois par semaine, par exemple. Vous avez des dispositifs de pesée qui sont adaptés à tout niveau de perte d'autonomie chez la personne âgée, des balances-chaises, des lèvres-malades qui permettent de peser les personnes. Concernant la taille, puisque l'IMC est un critère diagnostique, il faut prendre en compte que la taille a tendance à diminuer avec l'âge, et que donc il est quand même recommandé de mesurer les personnes âgées. Parce que finalement la taille déclarative,
si je dis ma taille, si je fais ok, je fais 1m70, 73, bah, c'est la taille que j'ai déclarée quand j'ai fait mes papiers d'identité, c'est la taille qui est sur mes papiers d'identité, donc c'est la taille qui correspond à ma taille d'adulte jeune. Mais lorsque je serai âgé, j'aurai probablement perdu quelques centimètres de manière physiologique, et donc il faut mesurer les patients, parce que cette taille déclarative n'est plus corrélée à la taille réelle. Alors soit la personne tient debout, c'est mieux de la mesurer, de la toiser, mais lorsqu'elle ne tient pas debout, ou alors qu'elle a des déformations rachidiennes, des fractures vertébrales multiples qui ont vraiment fait une perte de taille importante, il est mieux de considérer la taille estimée par la distance talon-genou, c'est-à-dire qu'on a une formule qui s'appelle la formule de Chumley, qui permet chez les hommes et les femmes, à partir de la longueur de la jambe, ici à 90 degrés de flexion, entre le talon et le genou, on met ça dans la formule et ça nous estime la taille adulte. Parce que c'est important d'utiliser cette formule, puisque une personne qui aurait perdu 10 cm à cause de fractures vertébrales, forcément son IMC va augmenter, mais pour autant, elle n'a pas pris de poids, c'est juste qu'elle a perdu 10 cm de taille sur des pathologies rachidiennes. Donc il vaut mieux utiliser sa taille estimée par la formule de Chumley. Et je reviens donc sur ce troisième critère phénotypique qui est apparu dans les recommandations, qui est un critère musculaire, et de sarcopénie confirmée. Alors il y a une petite différence là avec l'adulte plus jeune, où en 2019 il avait été décidé de considérer des critères de force musculaire indépendamment de masse musculaire ou de performance physique. Donc on pouvait utiliser ces différents aspects de manière séparée finalement, sans faire un diagnostic confirmé de sarcopénie. Pour la personne âgée, il a été plutôt décidé de retenir un diagnostic de sarcopénie confirmé, donc je vais revenir là-dessus. Pourquoi on parle de sarcopénie principalement chez les personnes âgées? Puisque physiologiquement, à poids égal, la composition corporelle change avec l'avancée en âge, avec une tendance à une augmentation de ce qu'on appelle la masse grasse et une diminution de la masse non grasse. Et cette diminution de la masse non grasse, elle est en grande partie liée à la baisse de la masse musculaire. Mais il n'y a pas la sarcopénie, c'est pas qu'une histoire de masse musculaire, c'est aussi une histoire de qualité musculaire, puisque finalement vous voyez sur des coupes d'IRM ici chez un homme de 31 ans et jusqu'à ici une femme de 85 ans, on voit bien que en gris vous avez le muscle et en blanc vous avez le tissu adipeux. On voit bien que la surface musculaire diminue avec l'avancée en âge, il y a moins de muscles, il y a plus de gras, il y a plus de tissu adipeux sous-cutané. Mais ce qu'on voit également sur ces coupes d'IRM, c'est qu'on note du blanc à l'intérieur du muscle, donc on note de plus en plus d'inclusion de tissu adipeux intramusculaire, donc c'est ce qu'on appelle la lipotoxicité, et ça participe fortement à une baisse de la fonction musculaire et de la force musculaire. Et donc en 2019, au niveau européen, il a été proposé de vraiment définir la sarcopénie non pas comme simplement une perte de masse musculaire, mais avant tout par une perte de force musculaire. C'était peut-être le meilleur reflet de la sarcopénie. Et on s'intéresse également à la masse musculaire et la fonction musculaire ou les performances physiques que l'on peut évaluer par des tests cliniques est plutôt un marqueur de sévérité. Et donc finalement, la définition de la sarcopénie selon ce consensus européen, c'est de dire que lorsqu'on a juste une baisse de la force musculaire, on a une sarcopénie probable. Lorsqu'on arrive à associer une baisse de force et une baisse de masse ou de qualité musculaire, on a une sarcopénie confirmée. Et finalement, lorsqu'on a en plus une diminution des performances physiques, donc vitesse de marche, des tests de performance physique, eh ben, on a une sarcopénie sévère. En pratique, on peut utiliser un dépistage, un screening sur la base d'un questionnaire qui s'appelle le SARC-F ou une simple suspicion clinique, mais on devra commencer par évaluer la force musculaire avec la force de préhension par exemple, ici avec un grip test, mais on peut aussi utiliser le test des 5 levées de chaise chronométrées. Et donc vous avez là les normes
pour les hommes et les femmes pour la force de préhension, et le test de levée de chaise qui est positif si on met plus de 15 secondes. Si la force musculaire est diminuée, vous avez une sarcopénie probable et il faut normalement la confirmer par une mesure de la qualité ou de la quantité musculaire utilisant des différents dispositifs dont le problème aujourd'hui est l'accessibilité en pratique courante. Mais ces dispositifs existent et doivent être on espère, de plus en plus accessibles et validés dans les prochaines années. Donc c'est la DEXA, ce qu'on utilise pour faire l'ostéodensitométrie, permet de mesurer également la masse musculaire. L'impédancemétrie, qui a l'avantage de pouvoir se faire au lit du malade, mais aussi les techniques d'imagerie visuelle comme le scanner ou l'IRM, qui sont maintenant bien validées pour mesurer la quantité mais aussi la qualité musculaire. Et plus récemment, l'échographie commence à être développée pour évaluer la quantité et la qualité musculaire. Enfin, pour évaluer la sévérité, donc les tests de performance physique, la vitesse de marche diminuée, par exemple inférieure à 0,8 m/s, le time up and go test qui est le temps mis pour se lever d'une chaise sans accoudoir, marcher 3 mètres et revenir s'asseoir. Donc si on met plus de 20 secondes, c'est en faveur de faibles performances physiques. Il y a le test de marche 400 mètres, si on a le temps, qui doit être fait en moins de 6 minutes. Ou alors un test composite qui est le Short Physical Performance Battery, SPPB, qui associe un test d'équilibre, la vitesse de marche et un test de force, puisque c'est le test des levées de chaise. Et s'il est inférieur à 8, il est en faveur de faibles performances physiques, et donc, en cas de sarcopénie, d'une sarcopénie sévère. Et ça me permet d'aborder un dernier point qu'il faut avoir en tête dans la démarche diagnostique nutritionnelle chez la personne âgée, c'est cette notion de fragilité. Alors, sans rentrer dans les détails, la fragilité, c'est défini par une diminution des capacités de réponse à un stress, donc une diminution des réserves physiologiques de l'organisme. Et la fragilité est très multidimensionnelle. Elle a une composante sociale, une composante chimique cognitive, mais elle a aussi une composante physique. Et comme on est dans cette notion de réserve, on voit bien que la réserve musculaire et nutritionnelle est importante dans le phénotype de fragilité. Alors c'est Linda Fried qui en 2001 a proposé une des définitions de la fragilité qui est la plus utilisée aujourd'hui, qui est plutôt un critère phénotypique de fragilité. Et vous voyez que les critères qu'elle propose sont très liés à la nutrition, puisque ça peut être une perte de poids, une réduction de la force musculaire, une diminution de la vitesse de marche, une sédentarité ou en tout cas une inactivité physique, et la fatigue ou l'asthénie. Et donc vous voyez que finalement on a 3 entités qui sont la dénutrition, la sarcopénie, la fragilité, que ces 3 entités ont des définitions qui sont propres, mais qui pour autant se rejoignent sur certains points, et qui dans la pratique clinique ont des critères diagnostiques, là aussi pour certains qui sont différents et spécifiques, mais pour un certain nombre d'entre eux sont communs, comme la perte de poids, comme la force musculaire, comme les performances physiques. Et donc finalement, notre démarche diagnostique nutritionnelle, elle vise particulièrement dans cette population âgée un risque de dénutrition, de sarcopénie et de fragilité. Elle vise à évaluer d'une part le risque de dénutrition dans la population, et on peut utiliser, comme je voulais proposer, le MNA short form, de faire un diagnostic de dénutrition et d'en évaluer la sévérité, puisque dans cette population à risque, il y a des personnes dénutries et il y a des personnes dénutries sévères, et donc c'est important de faire un diagnostic précis pour pouvoir ajuster une prise en charge. Et il faut que finalement il y a aussi des personnes qui ont une sarcopénie. Certains sont sarcopéniques sans être dénutris, mais une grande partie des personnes qui sont à risque de dénutrition ou dénutries peuvent avoir une sarcopénie. Donc c'est important d'intégrer cette dimension musculaire dans notre démarche diagnostique. Et on ajoute dans cette évaluation multidimensionnelle la fragilité, puisque vous voyez que les personnes dénutries ont toutes les chances d'être fragiles, mais vous avez aussi des personnes qui sont simplement à risque de dénutrition et fragiles, ou des personnes fragiles, et que l'idée va être de pouvoir identifier de manière très précoce ces différentes entités avant d'évoluer vers la dénutrition sévère, pour pouvoir avoir une prise en charge
adaptée et précoce. Et l'intérêt d'identifier tous ces domaines, l'intérêt c'est que la prise en charge n'est pas totalement identique, mais là où il y a le plus de niveau de preuve, ça reste quand même l'activité physique et le support nutritionnel qui permet à la fois de prendre en charge la dénutrition, mais aussi précocement la fragilité, et notamment les personnes très fragiles vont répondre très favorablement à l'activité physique pour améliorer leur pronostic et éviter que cette fragilité ne s'aggrave. Et puis la sarcopénie, là aussi, l'activité physique est un puissant moyen de réverser la sarcopénie, mais également encore plus efficace lorsqu'il est associé à un support nutritionnel et notamment à des apports protéiques importants. Mais du coup, cette prise en charge sera abordée dans votre session en présentiel. Et donc là, je m'arrête là sur ce que je voulais vous dire sur la démarche diagnostique de la dénutrition chez la personne âgée. Et je vous remercie pour votre attention.